Cette nuit-là, je suis rentré à la maison avec un sentiment étrange. Ce n'était pas de la fatigue ou exactement de la tristesse, mais un poids sourd dans ma poitrine, comme si une petite pierre s'était logée sur le côté gauche de mon cœur. À la main, je portais mon sac habituel et à l'intérieur, attaché par un trombone, se trouvait une facture d'hôpital qui sentait encore le papier neuf. L'après-midi même, j'avais emmené ma mère pour un bilan de santé générale après des mois de plaintes de fatigue, de manque d'appétit et de sommeil intermittent. Le médecin a dit que ce n'était rien de grave pour le moment, mais qu'un suivi approfondi et plusieurs examens complémentaires étaient nécessaires. Le coût total de la visite s'élevait à 2000 €. 2000 €, ce n'est pas une petite somme, surtout pour une femme comme moi, mais c'était l'argent que j'économisais depuis presque 2 ans. Mes extras, mes petites coupes budgétaires, sans demander un centime à personne ni toucher à quoi que ce soit dans le budget familial, mon raisonnement était simple. Ma mère m'avait donné la vie, m'avait élevé, et maintenant qu'elle était malade, chaque jour où je pourrais m'occuper d'elle serait un jour de gagné. Je n'avais pas l'impression de faire quoi que ce soit de mal. Quand je suis arrivé à la maison, le dîner était déjà servi. Javier, mon mari, était assis en regardant son téléphone portable tandis que ma belle-mère, Rosa, mangeait en bout de table, les yeux fixés sur la télévision. J'ai laissé mon sac sur une chaise et je suis allé me laver les mains. À mon retour, j'ai vu que Javier avait déjà pris la facture. Il l'a fixée, son expression passant de la surprise à l'agacement, jusqu'à ce que son visage s'assombrisse complètement. Sans attendre que je dise quoi que ce soit, il l'a jetée violemment sur la table. Le claquement sec a résonné dans la cuisine, qui était restée silencieuse jusque-là. Il m'a regardé et sa voix a résonné durement, sans aucune retenue. « De quel droit prends-tu de l'argent de cette maison pour entretenir ta mère ?» La phrase fut aussi rapide et tranchante qu'un couteau glacé. Je suis resté figé quelques secondes. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé la facture abandonnée sur le bois. J'ai essayé de garder une voix calme, même si mon cœur battait fort. C'est mon argent personnel, je l'ai économisé moi-même. Je ne te l'ai pas demandé, et je n'ai rien pris à la maison. J'ai prononcé chaque mot lentement et clairement, comme si la douceur pouvait calmer la situation. Ma belle-mère, depuis son siège, a posé ses couverts et m'a regardé avec des yeux froids comme la glace. Elle a eu un sourire méprisant et a dit d'un ton caustique, « Ta mère n'a pas de gendre sur qui s'appuyer. Quand une fille se marie, elle doit d'abord s'occuper de la famille de son mari. » Ces mots n'étaient pas un cri, mais chacun d'eux m'a percé les oreilles comme une aiguille. Javier a frappé la table du plat de la main, faisant s'entrechoquer les assiettes et les verres. Il s'est levé brusquement, le visage rouge de colère, et a crié une phrase dont je me souviens encore mot pour mot aujourd'hui, avec chaque nuance de son souffle. « Je n'ai aucune obligation d'entretenir ta mère. » Il a insisté sur le mot « aucune », comme s'il craignait que je ne l'ai pas bien entendu, comme s'il voulait que le monde entier connaisse sa position. À ce moment-là, j'ai senti un bourdonnement dans mes oreilles et la cuisine a semblé devenir floue. Je n'ai pas pleuré et je n'ai pas répliqué, je suis juste resté là avec la sensation de venir de recevoir une gifle directement au visage de mon estime de soi. Ce n'était pas une question d'argent, c'était parce que cette phrase avait coupé à la racine tout ce que j'avais essayé de préserver dans notre mariage. Il s'est avéré que pour eux, ma mère n'était qu'un fardeau, et si je m'occupais d'elle, je devenais automatiquement coupable. Je me suis accroupi. J'ai ramassé silencieusement la facture, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai mise dans mon sac. Mes mains tremblaient légèrement, mais mon visage restait serein. Je n'ai rien dit de plus, et je n'ai pas cherché à me justifier. J'ai simplement rassemblé mes affaires, j'ai tiré ma chaise vers la table et j'ai agi comme si de rien n'était. Dans mon esprit, une idée très claire commençait à prendre forme. Sans ambiguïté, sans impulsivité, j'ai réalisé qu'il y a des limites que l'on ne peut pas fixer soi-même, les autres les piétinent avec une aisance déconcertante. Ma belle-mère m'observait avec un regard de dégoût, comme si elle attendait que j'éclate en sanglots ou que je réagisse, mais je ne lui ai pas donné la satisfaction qu'elle recherchait. Javier s'est retourné et s'est rassis, boudant. Le dîner s'est poursuivi dans un silence épais, rompu seulement par le bruit sec des couverts contre les assiettes. Cette nuit-là, je suis resté allongé face au mur, les yeux ouverts dans l'obscurité. J'ai pensé à ma mère, seule dans sa maison, probablement déjà endormie, ignorant les paroles qui venaient d'être adressées à sa fille. Je n'ai pas pleuré, vraiment pas, mais quelque chose en moi avait changé. J'ai compris que mon silence cette nuit-là n'était pas de la soumission, mais le début d'une étape très différente, une étape que ni Javier ni sa mère n'auraient pu imaginer.
J'ai mis beaucoup de temps à m'endormir. Je ne ressentais plus de rage explosive, mais une froideur qui s'installait lentement dans ma poitrine, comme lorsqu'on voit enfin clairement un visage qu'on refusait de regarder depuis longtemps. Je me suis retourné et j'ai regardé Ravière, qui dormait d'une respiration rythmée, comme si la dispute de cette nuit-là avait été une petite querelle qui serait oubliée le lendemain. Mais je savais que certains mots, une fois prononcés, ne peuvent être repris, tout comme l'eau renversée ne peut être ramassée. Je me suis soudain souvenu du jour où j'ai rencontré Ravière. Il parlait doucement, paraissant toujours être un homme sensé et intègre. Il avait cette façon pompeuse de parler, accompagnant chaque phrase d'un « c'est la bonne chose à faire » ou « c'est ce qu'il faut faire », ce qui le faisait paraître réfléchi et responsable. J'en étais même venu à penser qu'on pouvait faire confiance à un homme comme lui. Je travaillais dur et je voulais juste un foyer tranquille, un mari qui ne boive pas et ne court pas les jupons. Avec cette idée simple, je m'étais convaincu de m'engager dans ce mariage. Le jour du mariage, sa famille, bien que non riche, accordait une importance énorme aux apparences des décorations et du banquet à la façon de saluer. Tout était conçu pour projeter une image de respectabilité. Ma belle-mère, Rosa, était impeccablement vêtue. Elle souriait de la bouche, mais ses yeux m'analysaient de la tête aux pieds, de ma coiffure à ma façon de m'asseoir. Je me souviens que lorsque je suis entré dans sa maison, elle a dit quelque chose qui semblait inoffensif, « Maintenant que tu as rejoint cette famille, tu dois t'adapter à nos coutumes. » J'ai hoché la tête et souri poliment, pensant que c'était juste un conseil typique d'une personne plus âgée. Mais plus tard, j'ai compris que cette phrase était une corde invisible, une corde qui ne tirait que dans une seule direction. Depuis que je suis devenu sa belle-fille, j'ai commencé à remarquer que Rosa avait une façon très claire de différencier sa famille de la mienne. Elle ne le disait pas directement, mais ses mots fixaient toujours une frontière. Par exemple, s'il y avait quelque chose de bon à manger à la maison, elle disait « Garde-en pour ton cousin Carlos ou laisse ça pour quand Isabelle viendra demain. » Cependant, quand il s'agissait de mes parents, elle en parlait seulement de loin. Une fois, je lui ai dit que je voulais aller voir ma mère ce week-end-là. Elle m'a répondu par un « ah » sec, et a immédiatement ajouté « mais reviens vite. » Une femme mariée de cette maison ne peut pas être par Mont et par Vaux toute la journée. J'ai supporté cela. Pensant que c'était juste le caractère difficile d'une personne âgée et qu'il valait mieux céder pour maintenir la paix. Avec le temps, j'ai réalisé que dans cette maison, la paix signifiait presque toujours que je devais me taire. C'est moi qui avais l'emploi principal, avec un salaire stable. Celui de Ravière était plus modeste, mais il avait une estime de soi immense. Il admettait rarement que je gagnais plus, mais son malaise était évident. Si quelqu'un venait à complimenter mon travail, Ravière forçait un sourire et changeait de sujet, disant quelque chose comme « Elle s'en sort parce que je sais comment guider ma femme. » Si j'achetais quelque chose pour la maison, il ne me remerciait pas, mais me demandait d'un ton reprocheur « Pourquoi achètes-tu cela? Quelle dépense inutile !» Malgré cela, je prenais volontiers en charge les dépenses du ménage. Je payais l'électricité, l'eau, la nourriture et les petits imprévus. Non pas parce que je voulais avoir le contrôle, mais parce que si je ne le faisais pas, tout était chaos. Ravière remettait toujours tout à plus tard. Ma belle-mère ne voulait économiser que pour les choses importantes, mais personne ne prenait la responsabilité de l'huile, du sel et du pain quotidien. Je me suis habitué à tout calculer dans les moindres détails. Souvent, quand je recevais mon salaire, je le divisais mentalement en catégories, mais je ne me suis jamais plainte et je ne leur en ai jamais tenu rigueur. Je pensais que dans un mariage, si je pouvais m'occuper des choses, je le ferais. Une famille harmonieuse était aussi ma tranquillité d'esprit. Le problème était que mes oui et je peux sont progressivement devenus des je dois. J'envoyais de petites sommes d'argent à mes parents. Je n'osais pas envoyer beaucoup, ni même le mentionner. Je craignais les chuchotements à la maison, le visage fermé de Ravière et les commentaires sarcastiques de Rosa. Chaque fois que je pensais à acheter des vitamines pour ma mère, je calculais dans ma tête, n'en achète que quelques-unes, ne le rend pas évident. Je remplissais mon devoir de fille comme si je commettais un crime. Ma mère est une femme très simple. Habituée à une vie de sacrifice, elle n'a jamais osé déranger sa fille. Chaque fois que je l'appelais, la première chose qu'elle demandait était « Es-tu très fatigué? Te traite-t-il bien dans cette maison ?» Je répondais toujours de manière évasive « Oui, maman, tout est normal. » Je ne voulais pas l'inquiéter. Une fois, j'ai essayé de lui donner de l'argent et elle a repoussé ma main. « Non,
ma fille, garde-le pour ta famille. Je suis déjà vieille. Je peux m'en sortir avec n'importe quoi. » Ces mots me laissaient une boule dans la gorge. Ma mère n'avait jamais rien exigé de moi, elle avait seulement peur que je souffre. Et pourtant, il y avait des gens qui ne m'avaient pas élevé un seul jour et qui se permettaient de juger si je devais m'occuper d'elle. Je croyais autrefois que si j'étais patiente, la famille vivrait en paix. Je croyais que la soumission était le prix à payer pour maintenir un foyer. J'ai choisi de rester silencieuse quand j'entendais des commentaires blessants. J'ai choisi de sourire quand Rosa me comparait aux autres. J'ai choisi de travailler plus dur quand Javier était paresseux ou fuyait ses responsabilités. Je pensais qu'à travers mes actions, il finirait par me comprendre, m'apprécier et m'aimer. Mais la vie ne fonctionne pas de manière aussi idyllique. Je n'avais pas réalisé que ma propre patience les poussait à me mépriser un peu plus chaque jour. Quand je me taisais, ils pensaient que j'avais peur. Quand je travaillais, ils pensaient que c'était mon obligation. Quand j'essayais de maintenir la paix, ils pensaient que j'étais faible. Petit à petit, dans cette maison, ma voix a perdu son pouvoir, et mon courage aussi. J'ai commencé à me sentir comme une ombre présente, faisant tout, mais sans que personne n'écoute vraiment ce que je disais. Cette nuit-là, après les paroles de Javier, tous ces vieux souvenirs sont apparus à la suite avec une clarté douloureuse. Je me suis demandé si les signes n'étaient pas là depuis le début et si j'avais simplement fait semblant de ne pas les voir. Il était possible que cette nuit-là ne soit le début de rien, mais la goutte qui a finalement fait déborder le vase et m'a empêché de continuer à me mentir. J'ai regardé dans l'obscurité devant moi et j'ai soudain ressenti de la pitié non pas pour l'argent ou la dispute, mais j'ai eu pitié de moi-même, de la personne que j'avais été jusque-là, celle qui croyait que le silence était le moyen de protéger une famille. Alors que parfois le silence ne sert qu'à permettre aux autres d'avancer sans contrôle. Si j'avais été plus résolu ce jour-là, peut-être que tout aurait été différent. Après cette nuit-là, j'ai continué à aller travailler comme d'habitude. J'ai continué à cuisiner, à nettoyer et à maintenir cette apparence d'harmonie que mes beaux-parents aimaient voir. Mais à l'intérieur, j'ai commencé à observer de plus près. On dit qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'explication, qu'il suffit de voir les attitudes pour tout comprendre. Et plus je regardais, plus les signes que j'avais précédemment ignorés volontairement devenaient clairs aussi évidents que des fissures dans un mur fraîchement peint. Ma mère avait des périodes de faiblesse, pas assez graves pour nécessiter une hospitalisation, mais chez une personne âgée, un simple rhume ou un mal de tête suffit à susciter l'inquiétude. Elle m'a appelé une fois, presque à midi. Sa voix paraissait rauque et faible. « Je me sens un peu étourdi, ma chérie. Ce doit être à cause du changement de temps. » En l'entendant, je me suis alarmé et j'ai pensé à demander mon après-midi pour aller la voir. Avant que je puisse le dire à Javier, Rosa, qui était dans la cuisine, a entendu le téléphone et ma voix. Elle est sortie, m'a jeté un regard et a dit comme si elle parlait en l'air, « Encore ces étrangers. » Je me suis isolé dans un coin pour parler à ma mère. Quand j'ai fini, je suis revenu et j'ai dit doucement, « Cet après-midi, je vais demander la permission d'aller voir ma mère un moment. Elle ne se sent pas bien. » Rosa a posé un panier sur la table sans me regarder et a soupiré. Une femme mariée fait déjà partie de la famille de son mari. Si tu passes tes journées chez tes parents, les gens diront que dans cette maison, nous ne savons pas éduquer une belle fille. La phrase sonnait comme si elle se souciait des apparences, mais j'ai compris que c'était un rappel. À ses yeux, l'étranger était une question secondaire. J'ai regardé Javier, espérant qu'il dirait quelque chose de raisonnable, une phrase simple comme « Maman, laisse-la aller voir sa mère un moment. » Mais Javier n'a rien dit. Il a gardé les yeux sur son téléphone, faisant semblant de ne pas entendre, ou pire, entendant mais ne voulant pas s'impliquer. Quand je lui ai demandé à voix basse, « Qu'en penses-tu ?», il a répondu, « Si tu veux y aller, vas-y, mais ne fais pas de scène. » Cela ressemblait à une permission, mais en réalité, il m'abandonnait à mon sort, me laissant prendre la responsabilité et endurer les regards désapprobateurs de sa mère. Cette fois-là, j'y suis allé, j'ai acheté quelques fruits, je suis allé voir ma mère et je suis resté avec elle un moment. Ma mère m'a regardé et m'a demandé, « Es-tu très fatigué ?» J'ai souri et je lui ai dit que non. Mais quand je suis rentré à la maison, ma belle-mère était assise à la table avec un visage aussi sérieux qu'une statue. Elle ne m'a pas grondé, elle m'a juste posé une question, « Es-tu satisfaite maintenant ?» Cette question était terrible. Ce n'était pas de l'intérêt, c'était du sarcasme. J'ai serré les lèvres, je n'ai pas répondu et je suis allé directement à la cuisine.
des épisodes comme celui-ci, petits et constants, m'épuisaient. J'ai commencé à réaliser que le malaise de Rosa n'était pas seulement dû à mes visites à ma mère, mais à une conviction profonde, si j'appartenais à la famille de mon mari, tout ce que je faisais pour la mienne était superflu, mal, une trahison. Ensuite, il y a eu l'affaire de l'argent. Une fois, ma mère m'a demandé de lui acheter des médicaments et de lui envoyer quelques centaines d'euros pour payer l'électricité et l'eau. Je ne voulais contrarier personne dans la famille de mon mari, alors j'ai fait un virement rapide, comme une chose normale entre mère et fille. Mais les choses ne se passent jamais comme prévu. Ce jour-là, Javier a pris mon téléphone portable pour appeler quelqu'un et a vu par hasard la notification du virement. Quand je suis sorti de la salle de bain, son visage était déjà différent. Il m'a montré l'écran d'un ton de voix bas mais pesant. « À qui as-tu envoyé cet argent ?» Je lui ai dit la vérité. Je l'ai envoyé à ma mère. Elle avait besoin d'acheter des médicaments. Javier a froncé les sourcils. « Combien ?» « Quelques centaines d'euros. » Il n'a pas crié immédiatement, mais a utilisé un ton pire qu'un cri. « Tu t'es bien installé, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de dépenses à la maison et toi, tu jettes l'argent par les fenêtres. Si nous venons à en manquer plus tard, qui prend la responsabilité? » Je l'ai regardé et j'ai essayé d'expliquer, c'est mon argent. Je l'ai gagné. Je l'ai économisé. Qui a-t-il de mal à donner quelques centaines d'euros à ma mère? Javier a souri avec dédain. Toujours mon argent, mon argent. Nous sommes mariés. Tout l'argent appartient à nous deux. La phrase sonnait très familière, mais j'ai compris que ce qu'il voulait, ce n'était pas partager, mais contrôler. À partir de ce jour-là, Javier a commencé à m'interroger sur chaque dépense que je faisais, aussi petite soit-elle. Si j'achetais une brique de lait pour ma mère, il demandait « Pourquoi en achètes-tu autant ?» Si j'achetais des chaussures pour moi, il le remettait aussi en question « En as-tu vraiment besoin ?» Si je donnais de l'argent à ma mère, il me regardait comme si j'étais une criminelle. Et ma belle-mère, bien sûr, ne manquait jamais une occasion. Elle a découvert que j'envoyais de l'argent à ma famille et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, « Tu dois être loyal envers celui qui te nourrit. » Une belle-fille dans cette famille ne peut pas sortir de l'argent pour entretenir des étrangers. Que nous restera-t-il alors? J'écoutais cela avec une boule dans la gorge. Je n'entretenais personne, je remplissais simplement mon devoir de fille. Mais dans ces mots, j'étais égoïste, opportuniste, ingrate. Je continuais à essayer de me convaincre qu'il ne s'agissait que de malentendus mineurs. Je pensais que parce qu'il n'avait pas connu l'impuissance de voir une mère malade, il ne comprenait pas. Je pensais que si je me comportais mieux, si je faisais plus d'efforts, il s'adoucirait. Je me disais ces choses pour ne pas avoir à affronter une vérité douloureuse. Mais chaque jour, un sentiment de malaise grandissait en moi. Ce n'était pas la peur d'être grondé, mais la réalisation que ma place dans cette maison était définie par l'argent. Il ne me demandait pas si j'étais fatiguée ou heureuse, seulement ce que j'avais dépensé, à qui j'avais donné de l'argent et ce que j'avais fait pour eux. Quand il fallait contribuer, il se souvenait vite de moi. Quand j'avais besoin de quelqu'un pour me défendre, il disparaissait ou regardait ailleurs. J'ai commencé à comprendre une chose, à leurs yeux, je n'étais ni une épouse ni une belle-fille au sens affectueux. J'étais plutôt une ressource qu'ils pouvaient utiliser quand ils en avaient besoin et qu'ils pouvaient mettre de côté quand cela devenait gênant. Et quand on vous voit comme un outil, l'affection n'est qu'un joli mot. Cette nuit-là, assise seule dans la cuisine, fixant une assiette de nourriture froide, j'ai senti mon cœur se glacer. J'ai arrêté de me mentir. J'ai commencé à comprendre que pour eux, les liens du sang qui n'étaient pas les leurs n'avaient aucune valeur. Dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué que ma mère s'affaiblissait visiblement. Ce n'était pas une maladie soudaine, mais une fatigue sourde et persistante qui la consommait presque sans que nous nous en apercevions. Elle mangeait moins. Elle passait de longs moments assise en silence à fixer le patio, et parfois elle se massait le front comme si elle essayait d'écarter un vertige. Une fois, quand je suis arrivé pour une visite, je l'ai trouvée appuyée sur le bord de la table avec un visage pâle. J'ai couru vers elle, alarmé, mais ma mère a rapidement balayé cela. Ce n'est rien, ma fille. C'est certainement le manque de sommeil. Mais je pouvais clairement voir que ce n'était pas un manque de sommeil. C'était la faiblesse de la vieillesse, cette faiblesse qui effraie tant les enfants. Cette nuit-là, je suis retourné chez ma belle-mère avec le cœur lourd. J'ai pensé à dire à Javier que je voulais emmener ma mère pour un bilan complet, en lui demandant de comprendre et de ne pas me poser de problème,
mais je me suis arrêté juste avant d'entrer dans la chambre. Je me suis souvenu des fois précédentes. Chaque fois que je mentionnais ma mère, le regard de Ravière devenait hostile et celui de ma belle-mère glacial. Je savais que si je leur disais, ils ne me demanderaient pas « Comment va ta mère ?», mais plutôt « Combien cela coûtera-t-il ? Et qui paiera ? Est-ce vraiment nécessaire ? Je ne voulais pas d'une autre dispute, et je ne voulais pas non plus que ma mère devienne une excuse pour qu'ils m'escrutent. J'ai donc choisi le silence. J'ai tout organisé moi-même. J'ai pris rendez-vous avec le médecin, préparé les papiers, et dit à ma belle-mère que je devais aller au travail tôt le lendemain pour une affaire de bureau. Rosa a simplement dit « D'accord ». Sans poser plus de questions, je suis allé vers Ravière comme d'habitude. Elle ne se souciait pas d'où j'allais, seulement si je serais de retour à temps pour préparer le dîner. Le lendemain matin, j'ai emmené ma mère chez le médecin. Je lui ai dit que c'était juste un contrôle pour nous rassurer. Dans la voiture, ma mère s'est accrochée fermement à mon bras et a dit doucement « Ne dépense pas d'argent, ma fille. Je suis vieille maintenant. Si je dois être malade, eh bien, qui peux-tu » J'ai senti une boule dans ma gorge. Je lui ai souri pour la rassurer. « Ne dis pas ça, maman. Ta santé est ma tranquillité d'esprit. » Je l'ai dit, mais intérieurement j'étais nerveuse. Je craignais un mauvais résultat. La peur d'un enfant est étrange, on veut savoir, mais en même temps, on veut s'enfuir. Quand je suis arrivé, l'odeur de désinfectant m'a soulevé le cœur. Ils ont pris la tension artérielle de ma mère, ont fait une prise de sang et effectué toutes sortes d'examens. Alors que j'attendais dehors en regardant les gens passer, j'avais l'impression d'être assise sur des charbons ardents. Ma mère essayait de paraître calme, mais j'ai remarqué que ses mains étaient froides, des mains si minces qu'elles ne semblaient être que de la peau et des os. En la regardant, j'ai ressenti un élancement de douleur. Je me suis demandé pourquoi je ne l'avais pas emmenée plus tôt, pourquoi j'avais hésité par peur de la réaction de mes beaux-parents. Y penser me faisait me sentir encore plus coupable. À la fin de la matinée, le médecin m'a appelé pour parler en privé. Il a regardé le dossier et a été direct, sans alarmisme, mais sans tourner autour du pot. Il m'a dit que ma mère présentait des symptômes d'une maladie chronique qui, si elle n'était pas contrôlée, pourrait entraîner des complications. Plusieurs indicateurs n'étaient pas bons et nécessitaient un traitement précoce, un régime spécifique, du repos et, surtout, des contrôles réguliers. Il a ajouté une phrase qui m'a laissé sans voix, ne le prenez pas à la légère. Chez une personne âgée, les vertiges et une perte de poids soudaine sont des signes d'alerte. Je suis sorti du cabinet du médecin les jambes tremblantes. Je n'ai pas pleuré, mais j'avais une boule dans la gorge. Ma mère, assise dehors, m'a demandé « Qu'est-ce qu'il a dit, ma fille ?» J'ai pris sa main et j'ai essayé de sourire. « Rien de grave, maman, nous devons juste être plus prudentes. » Je ne voulais pas l'effrayer. Je savais que pour une personne âgée, entendre le mot chronique et signifiait une semaine sans sommeil. Quand je suis arrivé au comptoir pour payer, j'ai vu le total et mon cœur a raté un bond, 2000 €. Je suis resté là un moment avec la carte à la main, l'esprit en ébullition. J'avais l'argent, je l'avais économisé précisément pour des moments comme celui-ci. Mais je savais aussi que si ma famille voyait cette dépense, ce serait l'enfer. Ils considéreraient cela comme l'argent de la famille et transformeraient mon acte d'amour filial en un crime. J'ai payé quand même. Je n'ai plus hésité. À ce moment-là, j'ai juste pensé, c'est ma mère. Personne n'a le droit de me forcer à mesurer mon amour pour elle à l'aune de leur désapprobation. 2000 € peuvent être gagnés à nouveau, mais la santé de ma mère ne le peut pas. Sur le chemin du retour, ma mère continuait de s'inquiéter. La prochaine fois, ce n'est pas nécessaire, ma fille. J'ai serré doucement sa main et dit fermement, « Maman, écoute-moi. C'est pour notre tranquillité d'esprit, je peux gérer ça. » Elle n'a rien dit d'autre, elle a juste soupiré. Ce soupir m'a fait plus de mal que n'importe quelle réprimande. À la tombée de la nuit, je suis retourné chez mes beaux-parents, toujours avec cette tension dans l'estomac. J'ai caché la facture dans mon sac, pensant que je parlerais après le dîner ou, mieux encore, que je ne dirais rien. Mais j'ai sous-estimé la perspicacité de mes beaux-parents. Un petit oubli, un morceau de papier dépassant de la poche du sac a suffi pour que tout explose. Et ainsi, cette nuit-là, exactement ce que j'avais prévu arriva. Ravière a vu la facture et son visage s'est assombri.
Rosa a fait son commentaire cinglant et Javier a crié cette phrase directement à mon visage, « Je n'ai aucune obligation de subvenir aux besoins de ta mère », comme s'il rendait un jugement. À ce moment-là, j'ai vu leur visage clairement. Ils n'étaient plus mon mari et ma belle-mère au sens familial. L'un accordait plus d'importance à l'argent qu'à l'affection, et l'autre aux apparences plus qu'aux sentiments. Et le plus étrange était que, pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de m'expliquer, de dire « c'est mon argent, j'ai payé pour cela ». Je n'ai rien pris à personne. J'ai compris que quand quelqu'un ne veut pas comprendre, peu importe combien on parle. S'expliquer ne fait que vous épuiser, tout en leur donnant plus de raisons d'attaquer. J'ai juste senti qu'une ligne très claire avait été tracée en moi. Je savais que je n'en pouvais plus. Le lendemain matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude. La maison était la même, la cuisine était la même, mais l'atmosphère était différente. C'était dense, lourd, comme si un rideau invisible couvrait tout. Je suis sorti de ma chambre et j'ai vu Javier assis sur le canapé, regardant son téléphone avec une attitude si désinvolte, comme si rien ne s'était passé la veille. Il ne m'a pas demandé si j'avais bien dormi, ni n'a mentionné à nouveau la phrase qui m'avait glacé jusqu'aux os. Pour lui, c'était probablement juste un cri pour évacuer sa frustration, et ce matin-là, tout redeviendrait normal. Ma belle-mère, en revanche, était différente. Rosa est sortie et m'a dévisagé de haut en bas avec une expression suffisante, comme quelqu'un qui vient de gagner une partie sans montrer son jeu. Elle ne m'a pas réprimandé ni crié dessus, elle a simplement glissé une allusion plus blessante que n'importe quelle insulte, « Dans cette maison, les comptes doivent être clairs. Sinon, tout est chaos. Et dans le chaos, ceux qui perdent toujours sont la famille. » Elle a accentué le mot « famille » avec une habileté étonnante, comme pour me rappeler que je n'étais considéré comme de la famille que lorsque je servais ses intérêts. Mes liens de sang, bien sûr, n'entraient pas dans cette catégorie. Je n'ai pas répondu. Je suis allé à la cuisine, j'ai mis une casserole sur la cuisinière et j'ai agi comme si je ne l'avais pas entendu. Je savais que si je réagissais, cela lui donnerait une excuse pour prolonger la conversation et me faire la leçon. Je ne le voulais pas. Je ne voulais plus débattre de qui avait raison dans cette maison. Je voulais juste observer et me préparer. Javier était toujours le même. Il m'a appelé comme s'il s'agissait d'une habitude ancrée, « Elena, donne-moi ma chemise. » J'étais en train de faire la vaisselle avec les mains mouillées. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé la chemise suspendue juste à côté du canapé. Je voulais lui dire de la prendre, mais je me suis retenu. Je suis sorti et la lui ai donnée, non par peur, mais parce que je pratiquais quelque chose de nouveau, le calme. Un calme pour ne pas gâcher le plan qui se formait dans ma tête. Dans des moments comme celui-là, j'ai réalisé une vérité douloureuse, quand quelqu'un s'habitue à être servi, il considère ce service comme naturel. Javier ne m'a pas remercié, il a simplement pris la chemise, l'a mise et s'est remis à regarder son téléphone. Je suis resté là quelques secondes, puis je suis retourné à la cuisine. Mon cœur ne me faisait plus mal. Il était étrangement calme, froid. Vers midi, je suis allé au travail, mais je n'ai pas pu me concentrer de toute la matinée. Je continuais de penser à ma mère, à la facture de 2000 €, et au « je n'ai aucune obligation » et que Javier m'avait crié. Et j'ai compris que cela ne s'arrêterait pas là. Si je restais silencieuse aujourd'hui, demain ils iraient plus loin. Si aujourd'hui ils considéraient le fait de s'occuper de ma mère comme une erreur, un jour ils me forceraient à choisir entre ma mère et eux. Et je ne pouvais pas les laisser me coincer ainsi. Quand je suis rentré cet après-midi-là, la colère de la veille avait disparu. À la place, il y avait une clarté froide. J'ai commencé à faire des choses que je n'aurais jamais pensé devoir faire dans mon mariage. Ce soir-là, pendant que Javier et sa mère regardaient la télévision, je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte doucement et j'ai ouvert le tiroir où je gardais mes documents personnels. J'ai sorti ma pièce d'identité, mes relevés bancaires et d'autres papiers importants. Je n'ai rien cassé ni rien caché, j'ai simplement tout organisé dans un dossier séparé. Je l'ai fait lentement, avec soin, comme quelqu'un qui fait ses bagages pour un long voyage. Je ne savais pas quand ce voyage aurait lieu, mais j'avais besoin d'être prête. J'ai ouvert l'application bancaire sur mon téléphone et vérifié mes économies. J'ai regardé chaque chiffre, chaque date. Je me suis demandé depuis combien de temps je travaillais dur pour cette maison sans recevoir le moindre respect en retour. La réponse était si claire qu'elle m'a fait sourire, un sourire silencieux. J'ai décidé qu'à partir de ce jour, mon argent serait séparé. Non pas pour le cacher,
mais pour préserver mon dernier lambeau d'autonomie. Parce que lorsqu'il contrôle vos finances, il contrôle votre vie. J'ai appelé mon frère, mais je ne lui ai pas raconté toute l'histoire. Je lui ai fait un bref résumé, mais suffisant pour qu'il comprenne la situation. Si quoi que ce soit arrive, j'ai besoin que tu m'aides pour 2 ou 3 choses. Je t'enverrai une liste de documents, de numéros de compte et les numéros de téléphone de certaines personnes. Mon frère est resté silencieux quelques secondes puis a demandé doucement, « Est-ce que tu vas bien ?» « Je vais bien » ai-je répondu. Après avoir raccroché, je suis resté assise un moment. Je n'avais plus envie de discuter ou de prouver que j'avais raison. Je ne voyais qu'une chose clairement, s'il ne me considérait pas comme de la famille, je n'avais pas à continuer de me sacrifier. Le sacrifice dans un endroit où il n'y a pas de gratitude ne fait de vous qu'un idiot. J'ai commencé à observer Javier de plus près. Il continuait de me parler comme si de rien n'était, mais mon silence ne riant plus à ses blagues ni ne répondant en détail le rendait nerveux. « Es-tu en colère ?» m'a-t-il demandé une fois. Je l'ai regardé, et l'image de ma mère me tenant la main à l'hôpital m'est revenue à l'esprit, sa voix tremblante disant « Ne dépense pas d'argent ». Je ne pouvais pas avaler ses excuses. Ma belle-mère ne manquait pas non plus une occasion. De temps en temps, elle lâchait une allusion, une belle-fille avec un mari devrait savoir gérer l'argent, pas l'emmener ailleurs et revenir ensuite se plaindre qu'il en manque. Je l'entendais, mais je ne réagissais pas. Et moins je réagissais, plus elle pensait m'avoir brisé. Elle ne savait pas que mon silence était dû au fait que je comptais chaque mot, chaque geste, chaque fissure pour que, le moment venu, ils ne me prennent pas au dépourvu. Cette nuit-là, je suis allé me coucher tôt. J'ai laissé le dossier avec mes documents dans un coin du placard que moi seul connaissais. J'ai éteint la lumière et je me suis allongé calmement. Étrange, je pensais que tôt ou tard tout exploserait, mais maintenant j'étais beaucoup plus prête que la veille. Et juste au moment où je commençais à me sentir mentalement prête, quelque chose d'inattendu arriva. Le lendemain matin, alors que j'allais franchir la porte, un cri étouffé résonna dans le salon. Je me suis retourné brusquement et j'ai vu ma belle-mère assise sur le canapé, le visage tordu d'un côté, une main crispée et la respiration saccadée. Javier a crié de terreur, « Maman, maman, qu'est-ce qui t'arrive ?» Je suis resté figé un instant, puis je me suis précipité vers elle. Un seul mot m'est venu à l'esprit, AVC. J'ai couru pour soutenir ma belle-mère, mais dès que je l'ai touchée, son corps est devenu mou. Sa bouche était tordue, et ses yeux larges et exorbités semblaient vouloir dire quelque chose mais ne pouvaient former un mot. Javier restait figé, le visage pâle, seulement capable de répéter « Maman, maman ». Puis il s'est tourné vers moi, la voix brisée, implorant de l'aide. « Elena, appelle quelqu'un vite. » Qu'est-ce qu'elle a, maman? Isabelle, ma belle-sœur, est aussi sortie en courant de sa chambre. Mais au lieu d'appeler une ambulance, elle a commencé à ramasser des pantoufles et à fermer les rideaux, hurlant comme si ses cris allaient la guérir. Oh mon Dieu, les voisins, aidez-moi. J'ai regardé l'horloge, le cœur battant. Un AVC n'est pas une plaisanterie, chaque minute compte. J'ai demandé directement, sans tourner autour du pot, « Pourquoi n'as-tu pas appelé le 112 ?» Isabelle m'a lancé un regard noir et a rétorqué, « Appeler le 112 coûte de l'argent, et il demande beaucoup de papiers. C'est une galère. » En entendant cela, je suis resté pétrifié. Avec quelqu'un en train de convulser devant elle, la première chose à laquelle elle pensait était l'argent. Je n'ai plus discuté. J'ai sorti mon téléphone portable et appelé une ambulance immédiatement. Pendant que j'ouvrais un tiroir où je savais que ma belle-mère gardait ses dossiers médicaux, Javier était toujours là comme une statue, tremblant. J'ai dû lui crier dessus pour obtenir une réaction. Prends une serviette et de l'eau. Ne reste pas là à regarder. Il a sursauté et a obéi, mais avec une telle maladresse qu'il laissait tout tomber. À ce moment-là, une seule pensée m'a traversé l'esprit, peu importe combien il m'avait blessé, une vie est une vie. Je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant que quelqu'un s'effondrait devant moi juste par dépit. Quand l'ambulance est arrivée, nous y avons installé Rosa. Pendant le trajet, elle respirait par saccades et sa main était toujours raide. J'étais assise à côté d'elle, la tenant, ressentant un mélange d'inquiétude et de peur. Javier était de l'autre côté, le visage contracté comme s'il était sur le point de tout perdre. Mais le plus étrange était qu'il ne demandait pas comment allait sa mère ni ce dont les médecins avaient besoin. Après quelques minutes, il s'est penché vers moi et a chuchoté comme s'il avait peur que les autres entendent, « Elena, avance l'argent.
Je ne peux pas me le permettre pour le moment. Je me suis tourné brusquement pour le regarder, et un rire amer a jailli en moi. Hier soir, il m'avait crié « Je n'ai aucune obligation de subvenir aux besoins de ta mère. » Et ce matin, la première chose qui lui venait à l'esprit était mon argent. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé par la fenêtre, regardant la ville s'éloigner au loin, et mon cœur s'est calmé. Certaines choses se révèlent dans les moments de panique. Et à cet instant, j'ai su avec certitude que dans l'esprit de Ravière, je n'étais pas sa partenaire, mais sa gestionnaire de crise. Il n'avait pas honte de me le demander. Il le disait avec l'aisance de quelqu'un qui sait qu'il y a droit, comme si mon argent était le fonds d'urgence de sa famille. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, nous avons été reçus rapidement. Ils ont emmené Rosa aux urgences. Ravière a couru après le brancard pendant quelques pas et s'est arrêté lorsqu'un administrateur lui a demandé de verser une avance pour commencer les procédures. Il s'est retourné et m'a fixé. Il n'avait pas besoin de parler, son regard disait tout. Isabelle, qui était à côté de lui, pâle comme un linge, ajouta avec un ton d'urgence feinte, « Elena, paie-toi, s'il te plaît. Sauver ma mère est la chose la plus importante. » Je l'ai entendu et j'ai ressenti un mélange de pitié et de ridicule. Sauver une vie était important, oui, mais cela ne signifiait pas que je devais assumer tout le fardeau seul. J'ai pris une profonde inspiration. Je savais que c'était le moment de rester ferme, car si je cédais, il supposerait que c'était pour rien. J'ai dit d'une voix claire, calme, mais ferme, « J'ai l'argent, mais je veux que les choses soient claires. » Ravière fronça les sourcils, agacé. « Qu'est-ce que c'est que ça maintenant ? Ma mère est aux urgences. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Précisément pour cette raison. Il doit être clair qui signe, qui est répertorié comme responsable, et qui assume les coûts. C'est ta mère. En entendant cela, Isabelle réagit comme si elle avait été insultée. Tu parles comme si tu ne faisais pas partie de la famille. Faire partie de la famille ne signifie pas signer à la place de ton fils, répondis-je brusquement. La tension dans le couloir était palpable. Ravière était pris au piège entre la peur, la colère et sa fierté blessée. Isabelle continuait de regarder autour d'elle, comme calculant ce qu'elle devait dire pour que les autres pensent que j'étais une profiteuse. Je m'en fichais désormais. J'ai simplement fait ce qu'il fallait, payer la caution, prendre le reçu et lire chaque ligne pour que personne ne puisse déformer les faits plus tard. Quand Rosa a été emmenée, la porte des urgences s'est fermée. Nous sommes restés à attendre dans le couloir avec l'odeur intense de désinfectant et la lumière blanche et froide des néons. Ravière faisait les 100 pas, murmurant des prières, mais sans lâcher son téléphone portable, comme s'il craignait un appel lui demandant de l'argent. Isabelle s'est effondrée sur une chaise, les yeux rouges, mais j'ai réalisé qu'elle ne pleurait pas seulement pour sa mère. Elle pleurait par peur de la dépense, de voir la situation s'éterniser, de devoir renoncer au confort auquel elle était habituée. Je me suis appuyé contre le mur, le cœur serré. Je ne ressentais ni joie ni satisfaction, seulement une profonde tristesse, car dans une telle situation, une famille devrait se soutenir mutuellement. Et pourtant, j'avais l'impression d'être au milieu d'une négociation. À ce moment précis, j'ai entendu Isabelle emmener Ravière dans un coin du couloir. Il parlait à voix basse, mais dans le silence de la nuit, sa voix résonnait. Nous devons penser à une autre solution. Si maman reste trop longtemps à l'hôpital, ce sera un désastre. Où allons-nous trouver autant d'argent ? Ravière est resté silencieux, a soupiré et a répondu d'un ton sec, « Je sais. » J'étais juste à quelques pas derrière eux. Je n'essayais pas d'écouter, mais j'ai tout entendu, et ces mots ont été comme un coup de marteau sur la tête. Pour la première fois, j'ai compris avec une clarté absolue qu'ils n'avaient pas peur que leur mère aille plus mal, qu'elle souffre ou qu'elle devienne paralysée. Ce qui les terrifiait le plus, c'était l'argent. Ils avaient peur de payer le prix de la responsabilité. Ils avaient peur d'assumer ce fardeau qu'ils avaient toujours pensé pouvoir me transmettre. J'ai regardé la porte des urgences, toujours fermée. En moi, en plus de l'inquiétude pour une vie humaine, un sentiment nouveau est apparu, froid et tranchant comme un avertissement. Si je ne fixais pas de limite aujourd'hui, demain et tous les jours suivants, je serais encore celle qui porterait tout le fardeau. Et on m'accuserait alors d'être calculatrice. Je serrais le reçu dans ma main. C'était un papier fin, mais j'avais l'impression qu'il me coupait la peau. Je me suis promis que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. La porte des urgences était toujours fermée.
Appuyé contre le mur, je serrais fort le reçu, me sentant à la fois inquiète et étrangement lucide. Après un moment, un médecin est sorti, a enlevé son masque et a dit d'une voix pressante mais claire, « Votre mère a subi un accident vasculaire cérébral. Nous devons intervenir dès que possible. Si nous tardons, le risque qu'elle soit paralysée d'un côté du corps est très élevé. La famille doit se préparer et remplir les formalités nécessaires immédiatement. » En entendant cela, le visage de Javier a pâli, mais sa première question n'a pas été « Comment va ma mère ?» Au lieu de cela, c'était « Sinon, docteur, combien cela va-t-il coûter ?» La question est sortie si vite que je n'ai pu cacher une grimace d'amertume. Le médecin lui a donné un chiffre estimé et a indiqué qu'il devait verser un acompte pour procéder. Javier s'est tourné vers moi avec un regard de pure attente. Isabelle me regardait aussi, mais d'un air calculateur, comme si elle pesait ma réaction. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai sorti ma carte, mais j'ai dit directement à l'employé, « Veuillez préparer les documents au nom de son fils Javier. C'est lui qui signe le consentement et assume la responsabilité. » L'employé a acquiescé et a tendu les papiers à Javier. Il a fait un demi-pas en arrière comme si on avait placé quelque chose de brûlant devant lui. Il a forcé un sourire et m'a chuchoté, « Signe, Elena, tu es plus à l'aise avec ces choses-là. En plus, c'est plus pratique d'utiliser ton nom. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. Cette expression au plus à l'aise m'était très familière. C'était la même que celle utilisée pour justifier le transfert de responsabilité à quelqu'un d'autre sans hausser le ton, mais avec chaque mot empreint de fermeté. J'ai répondu, « Hier soir, tu as dit que tu n'avais aucune obligation envers ma mère. Aujourd'hui, je ne suis pas obligé de signer pour la tienne non plus. » Alors que je finissais ma phrase, j'ai vu Javier se figer, comme si je l'avais giflé au milieu du couloir. Isabelle a instantanément changé de tactique. Elle a serré les lèvres et des larmes qui semblaient contenues ont commencé à monter dans ses yeux. D'une voix brisée, elle a dit avec une habileté étonnante, « Elena, maintenant tu vas faire la fière. Ma mère est là-dedans. Veux-tu qu'elle reste paralysée ?» dit-elle en regardant autour d'elle pour s'assurer que les passants l'entendaient afin que j'ai honte et que je cède. Je l'ai regardé, et mon cœur est devenu encore plus froid. Ce genre de pleurs ne venait pas de l'amour pour sa mère, c'était pour me mettre la pression. Je n'ai pas discuté. Je suis allé voir l'employé et j'ai dit, « Veuillez suivre la procédure. » C'est sa mère. Il a donc signé. Ensuite, j'ai donné ma carte à l'employé pour traiter le paiement, mais j'ai catégoriquement refusé de signer dans la case partie responsable. Je pensais que sauver une vie était nécessaire, mais signer à leur place, assumer la responsabilité pour eux, c'était ouvrir la porte à un piège très profond. Pendant que l'employé traitait le paiement, j'ai remarqué Isabelle, à quelques pas de moi, tapant sans cesse sur son téléphone, me jetant des coups d'œil en coin comme si elle me surveillait. De temps en temps, elle levait les yeux vers Javier comme pour lui faire signe, j'ai commencé à soupçonner qu'il manigançait quelque chose. Dans une situation comme celle-ci, la chose normale à faire est de surveiller le patient. Mais Isabelle semblait plus préoccupée par son téléphone. À ce moment-là, du bout du couloir, nous avons entendu des pas précipités. Une femme d'un certain âge, l'air pressé mais au regard vif, s'est dirigée droit vers nous. Je l'ai reconnue comme étant une parente de la famille de mon mari, l'une de celles qui apparaissent toujours en temps de crise pour faire un sermon. Sans même s'enquérir de l'état de ma belle-mère, elle a prononcé une phrase qui semblait répéter, « On m'a dit que la belle-fille a de l'argent. » Mais avec sa belle-mère malade, elle surveille le moindre centime. La phrase a résonné dans le couloir, assez fort pour que plusieurs personnes se retournent. Mon cœur a raté un battement. J'ai compris instantanément qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence, mais d'une campagne de pression. Il voulait me faire passer pour quelqu'un sans cœur afin que, par honte, je sorte mon argent et m'occupe de tout. Et puis plus tard, si quelque chose tournait mal, il pourrait m'en blâmer. J'ai regardé Javier, il ne montrait ni surprise ni indignation, il restait simplement immobile. Son silence était la réponse. Il attendait que les autres disent ce qu'ils n'osaient pas dire. La parente a continué d'un ton aigre, « De nos jours, il faut avoir un peu de décence. Avec la belle-mère malade, qu'une belle-fille exige que son fils signe. C'est comme sans laver les mains. » J'ai failli rire, mais c'était un rire amer. Il parlait comme si je fuyais mes responsabilités alors que j'étais la première à avoir appelé l'ambulance, celle qui avait les documents et celle qui payait. Juste au moment où j'allais répondre, Javier m'a tiré à l'écart. Son visage était rouge et ses yeux brillaient d'une fierté blessée.
Il m'a lancé, d'une voix à peine contenue, ne m'affiche pas devant la famille. Occupe-toi de tout, c'est tout. Considère cela comme une bonne action. Je l'ai fixé longuement. À cet instant, j'ai cessé de le voir comme mon mari. J'ai vu un homme qui craignait ce que les gens diraient plus que la paralysie de sa mère, qui craignait de perdre sa réputation plus que son intégrité. J'ai répondu lentement, avec un calme glacial, les bonnes actions ne se font pas avec l'argent des autres, surtout pas avec l'argent de quelqu'un que tu as insulté hier soir. Javier s'est figé, une veine battant à sa gorge. Il a essayé de dire quelque chose, mais s'est ravisé. Nous étions dans un hôpital, entouré de gens, et il voulait toujours maintenir sa façade d'homme décent. Je suis retourné au comptoir, j'ai ramassé le reçu et, en le regardant, mes yeux sont tombés sur une ligne qui m'a glacé le sang. Sur le reçu de paiement, dans le champ du déposant, quelqu'un avait écrit mon nom, suivi du mot épouse, alors que je n'avais rien dit de tel, ni rien signé. J'ai levé les yeux et demandé à l'employé, excusez-moi, qui a fourni cette information? La femme a hésité, son regard se déplaçant instinctivement vers Javier. Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. J'ai compris qu'ils avaient essayé de me piéger dès le départ, en s'assurant que tous les documents portaient mon nom. De cette façon, si des litiges survenaient, s'il y avait des problèmes d'argent, ou s'ils avaient besoin de me diffamer, ils n'auraient qu'à produire les papiers et dire « elle a signé ». Elle a proposé de tout payer. Un piège simple, mais suffisant pour faire de moi la partie financièrement responsable, celle qui porterait le blâme devant l'opinion publique. Je tenais le reçu dans ma main, ressentant un mélange de rage et un frisson. Pendant que sa mère était aux urgences, ils avaient eu le temps de trouver comment me lier les mains. J'ai jeté un coup d'œil à la porte des urgences, puis j'ai regardé Javier et Isabelle, qui étaient à proximité. Leurs expressions n'étaient plus seulement paniquées, c'étaient les regards de ceux qui calculent leur retraite. J'ai serré le reçu, et une phrase a résonné dans ma tête, si je ne démonte pas ce piège aujourd'hui, dès demain je paierai, je porterai la culpabilité, et ils me manipuleront pour le reste de ma vie. Je tenais le reçu dans ma main, fixant le mot épouse à côté de mon nom, et j'ai eu l'impression que quelque chose en moi se brisait. J'ai réalisé que ce n'était pas une erreur accidentelle. Si cela avait été une erreur, ils auraient demandé confirmation, mais ils l'avaient écrit exprès pour rejeter la responsabilité sur moi et s'en servir comme prétexte à l'avenir. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis approché du comptoir d'administration et, d'une voix calme mais ferme, j'ai dit « Excusez-moi, j'aimerais que nous vérifiions cette information. Je ne me suis pas déclaré comme l'épouse du patient en tant que payeur. Veuillez corriger les données et, si possible, j'aimerais voir l'enregistrement de la caméra de sécurité de ce comptoir d'il y a un instant. » L'employé m'a regardé, un peu perplexe. Dans un hôpital, on voit toutes sortes de situations, mais on voit rarement quelqu'un qui, en pleine urgence, reste assez lucide pour s'attacher aux détails d'un reçu. « Mais c'est vous qui avez payé » a-t-elle dit. J'ai placé le reçu sur le comptoir, montrant la ligne en question. J'ai avancé l'argent, mais la personne légalement responsable est son fils, Javier. Le mot « épouse » ici est incorrect. Veuillez le corriger. Dès que j'ai fini de parler, Javier s'est précipité vers le comptoir, le visage rouge d'un mélange de colère et de panique. « Qu'est-ce que tu fais? Ma mère est là-dedans et tu te disputes pour un morceau de papier. » Elle l'a dit assez fort pour que les gens autour l'entendent. J'ai jeté un coup d'œil rapide dans le couloir. Plusieurs personnes ont tourné la tête vers nous. J'ai compris qu'il essayait de me faire passer pour une personne sans cœur afin que la honte me fasse céder. Je n'ai pas haussé la voix. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai prononcé chaque mot clairement, « Je sauve une vie. Je ne signerai pas pour tomber dans un piège et devenir ta débitrice. » Puis je me suis tourné vers l'employé. « Veuillez corriger les informations. J'ai besoin que tout soit clair. » Isabelle, qui était à proximité, a sursauté les yeux grands ouverts. « Piège? Qui te tend un piège? » Ayant dit cela, elle a appelé la parente qui attendait dans le couloir, en élevant la voix, « Ma tante, viens entendre ça. Ma belle-sœur dit que nous lui tendons un piège. » J'ai vu comment elle essayait d'en faire un spectacle et j'ai eu pitié d'elle. Avec sa mère aux urgences, la seule chose à laquelle elle pouvait penser était de chercher un public. La parente s'est approchée avec une expression sévère et préparée. « Fais attention à ce que tu dis, ma fille. Quelle arnaque! Qui va te piéger? » Je ne l'ai pas regardé très longtemps.
Je savais que discuter avec quelqu'un qui a déjà des préjugés est inutile. Je me suis concentré sur les faits. J'ai pris le reçu, j'ai montré la ligne et j'ai demandé directement à l'employé, qui a déclaré que le payeur était l'épouse. Il y eut un silence tendu. L'employé a regardé autour d'elle avec malaise, et son regard est tombé inconsciemment sur Ravière. Ce simple regard a suffi. C'est moi qui l'ai dit, a lancé Ravière. Nous sommes mari et femme. Quel est le problème? Il l'a dit avec une fermeté qui ne trahissait que sa nervosité. J'ai souri amèrement, un sourire de glace de quelqu'un qui vient d'entendre une confession. Je l'ai regardé et j'ai dit une courte phrase qui l'a laissé sans voix. Alors, hier soir, quand tu me criais dessus, nous étions des étrangers? La question, bien que prononcée à voix basse, a résonné bruyamment dans le couloir. La parente qui était à côté l'a entendu et plusieurs personnes ont commencé à chuchoter. J'ai vu Ravière déglutir, la gorge sèche. Isabelle a tenté d'intervenir d'une voix doucereuse, les problèmes de couple doivent se régler à la maison. Maintenant, l'important est de sauver maman. Je l'ai regardée et j'ai dit lentement, exactement. Sauvez-la. Mais la sauver ne signifie pas vous laisser me charger de faux documents. Je me suis tourné vers Ravière et lui ai tendu le nouveau formulaire de consentement. Signe-le. Tu es son fils. Tu es responsable des frais du traitement. J'avancerai l'argent, mais ton nom doit y figurer. Ravière était pétrifié. J'ai vu le calcul rapide dans ses yeux. Leur plan était de tout me mettre sur le dos pour que, si les coûts étaient élevés, si des prêts devaient être contractés, ou dans le pire des cas, si sa mère avait des complications, toute la faute retombe sur la belle-fille qui avait signé. Mais j'avais bloqué son chemin. Je fais ce qui est juste, ai-je répondu. À ce moment-là, l'attitude des parents a commencé à changer. Quelqu'un derrière moi a chuchoté, et je l'ai parfaitement entendu, et, si c'est sa mère, pourquoi le fils ne signe-t-il pas? Une seule phrase, mais elle touchait le point sensible. Ravière est devenu rouge de colère et a crié, « Vous n'y connaissez rien ». Mais plus il criait, plus il se trahissait. Isabelle était sans voix. Les larmes ne coulaient plus, seul restait un regard de rage contenue. Ravière m'a tiré à l'écart, baissant la voix mais gardant un ton menaçant, « Si tu me tournes en ridicule, tu verras quand nous rentrerons à la maison. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans peur. « N'utilise plus jamais ce ton avec moi. Tu l'as assez utilisé hier soir. » Cela dit, je suis retourné au comptoir sans lui donner la chance de continuer à m'intimider. Enfin, sous le regard des employés, de certains parents et de la pression publique qu'ils avaient eux-mêmes créée, Ravière n'a eu d'autre choix que de prendre le stylo et de signer. Sa main tremblait. Sa signature était un gribouillis, mais cette signature était exactement ce dont j'avais besoin non pas pour gagner une bataille, mais pour fermer une porte. J'ai rassemblé les documents, je les ai examinés attentivement et je les ai rangés. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai senti le poids sur ma poitrine s'alléger, mais quand je me suis retourné, j'ai croisé le regard d'Isabelle. Il n'y avait plus de fausses larmes ni de supplications. Elle me regardait avec une haine pure, comme si elle voulait me dévorer. Je savais qu'à partir de ce moment-là, il ne me laisserait pas tranquille, car quand quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser les autres comme soutien est privé de ce soutien, il devient un ennemi très dangereux. Je me suis tenu devant la porte des urgences, écoutant le bruit des machines, mais sans ressentir de satisfaction. Je n'avais qu'une seule chose claire, si j'avais réussi à fixer une limite aujourd'hui, je devrais continuer à le faire demain, car désormais il commençait à me voir comme une adversaire, et non comme la belle-fille soumise que j'avais toujours été. Une fois que Ravière a signé, la situation à l'hôpital s'est temporairement calmée. Les médecins sont intervenus à temps et, une fois la crise initiale passée, ils ont transféré Rosa dans une salle d'observation. Elle était encore à moitié inconsciente, le visage toujours déformé, les membres faibles et incapables de parler. Le médecin nous a répété à plusieurs reprises qu'un accident vasculaire cérébral n'est pas un incident isolé. Elle nécessitait une surveillance étroite, des médicaments à long terme, un régime rigoureux et, par-dessus tout, que la famille soit mentalement préparée à s'occuper d'elle. J'ai entendu cela et j'ai ressenti une grande tristesse, non pas à cause de la responsabilité de prendre soin d'elle, mais parce que je savais que les gens autour de moi ne pensaient pas à combien ils devraient s'occuper d'elle, mais à combien cela leur coûterait. Alors que je quittais la chambre, Ravière marchait à mes côtés dans le couloir. Si avant il m'avait menacé, maintenant son ton était devenu faussement doux. Il a toussé légèrement et a dit, comme s'il m'épargnait la vie, « Eh bien, à propos de tout à l'heure.
J'étais nerveux. Ne le prends pas mal. Je ne lui ai pas répondu. Je ne lui ai jeté qu'un regard. Ce n'était pas un regard de défi, mais un rappel silencieux. Il y a des mots qui, une fois prononcés, ne peuvent être effacés par un simple j'étais nerveux. Mon silence a mis Javier mal à l'aise. J'ai remarqué qu'il voulait que je lui dise quelque chose comme « Ne t'inquiète pas », pour qu'il puisse sentir qu'il avait toujours le contrôle, mais je ne le lui ai pas donné. Je ne voulais plus être celle qui calme le jeu. Après quelques pas, il s'est fâché. « Pourquoi restes-tu silencieuse ? Tu veux continuer sur ce sujet ?» J'ai continué sans répondre, marchant d'un pas régulier, restant calme. À ce moment-là, j'ai compris que ce qu'une personne craint le plus, c'est de ne pas pouvoir contrôler les émotions d'une autre personne. Cet après-midi-là, nous avons ramené Rosa à la maison pour qu'elle puisse se reposer temporairement, en suivant les instructions pour l'observation à domicile et les examens fréquents. Je ne voulais pas y retourner, mais je savais que si je l'ignorais à ce moment-là, il s'en servirait comme excuse pour me faire passer pour quelqu'un sans cœur devant la famille. J'ai décidé d'y aller, non par peur, mais parce que j'avais compris que la prochaine bataille ne se livrerait pas à l'hôpital, mais sur le terrain de l'opinion publique et à l'intérieur de cette même maison. En arrivant, dès que je suis entré, j'ai entendu un murmure de voix. Je me suis arrêté net. Un groupe de parents du côté de mon mari était déjà réunis dans le salon, comme s'ils attendaient le bon moment pour présenter leurs condoléances, mais en réalité, c'était pour me juger. D'un seul coup d'œil, j'ai compris que personne n'était là par affection sincère pour Rosa. Ils étaient là pour savoir qui paierait les factures et pour voir s'ils pouvaient me briser. La tante de mon mari m'a examiné de la tête aux pieds. Elle souriait de la bouche, mais ses yeux étaient froids. Elle a été la première à parler d'un ton didactique, une belle fille qui calcule les papiers comme si elle était comptable. Cette famille va très mal finir. Après son commentaire, plusieurs personnes ont hoché la tête comme si elle avait raison. J'ai entendu cela et j'ai eu envie de rire. Ils trouvaient chaotique que les papiers soient clairs, mais ils trouvaient normal que toute la responsabilité retombe sur la belle-fille. Javier s'est assis en soupirant comme s'il était la victime et s'est plaint d'un ton assez fort pour que tout le monde entende. Je traverse aussi des moments très difficiles, ma tante. Ma mère est malade, je cours partout, et ma femme est juste trop stricte avec l'argent. Cela dit, il m'a jeté un regard qui était à la fois un reproche et un avertissement, comme pour dire, tu vois, je mets tout le monde de mon côté. Isabelle, assise à côté de lui, le visage encore rouge de colère, a rapidement ajouté de l'huile sur le feu. Sa voix était douce, mais ses mots étaient venimeux. Ce qui ne va pas chez elle, c'est qu'elle a peur de devoir s'occuper de ma mère. Quelqu'un qui l'aimerait vraiment n'aurait pas fait une telle scène à l'hôpital. Ces phrases étaient comme jeter de l'essence sur le brasier des préjugés. J'ai vu plusieurs personnes commencer à me regarder comme si j'étais une ingrate. J'ai compris qu'ils attaquaient avec la moralité et non pas la vraie moralité, mais une moralité sur mesure conçue pour forcer les autres à faire ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que j'assume de mon plein gré toutes les dépenses à long terme afin de pouvoir continuer à me critiquer si j'avais ne serait-ce qu'un jour de retard. C'était le piège dans lequel de nombreuses femmes étaient tombées, et une fois à l'intérieur, plus on se défendait, plus on vous accusait d'être querelleuse. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas mentionné le fait qu'il était clair que c'était moi qui avais appelé l'ambulance, payé et géré les papiers. J'ai simplement dit une phrase courte et directe qui a stoppé leur stratégie nette, celui qui l'a mise au monde à la responsabilité principale. Je fais simplement ma part. Le silence s'est fait dans la pièce. Quelqu'un a essayé de répondre mais n'a pas su quoi dire parce que ma phrase était trop logique, trop simple. La tante a froncé les sourcils. Alors tu dis que tu as l'intention d'abandonner ta belle-mère ? Je l'ai regardé fixement, ma voix toujours calme. Je ne l'abandonnerai pas. Je l'aiderai par tous les moyens possibles, mais je ne signerai pas pour les autres. Je n'assumerai pas les fautes des autres, pas plus que je n'endosserai des responsabilités qui ne sont pas les miennes, pour ensuite être blâmé si quelque chose tourne mal. En entendant cela, Javier a frappé du poing sur la coudoir du canapé. Tu parles bien, mais il y a un problème dans cette maison, et tu es occupé à sortir des papiers. Qui peut vivre comme ça ? Je l'ai regardé et j'ai ressenti un vide glacial. Je n'ai pas répondu. J'ai compris que discuter devant cette foule ne ferait que me faire tomber dans le piège qu'il tendait. Cette nuit-là, les parents ont commencé à partir. La maison est redevenue silencieuse, mais c'était le calme tendu avant la tempête. Rosa dormait dans sa chambre, sa respiration était saccadée.
Javier et Isabelle entraient et sortaient, les sourcils froncés. Je suis allé à la cuisine pour faire la vaisselle, essayant de ne pas montrer ma tension, mais mes oreilles captaient la conversation venant du salon. Je n'essayais pas d'écouter, mais j'entendais. Javier disait à voix basse, mais pleine de rage, « Elle m'a ridiculisé devant tout le monde aujourd'hui. Si on la laisse faire, elle nous marchera dessus. » Isabelle a immédiatement répondu par un sifflement venimeux, « Ne la laisse pas gagner. Elle fait la dure parce qu'elle se croit intouchable. Et les intouchables, il faut les faire tomber. » J. ai senti un frisson. Javier a demandé comment. Isabelle a ricané. Tu te souviens de la vidéo que j'ai enregistrée aujourd'hui? Dès qu'on la diffuse, elle est finie. Je me suis figé, une assiette à la main. Quelle vidéo? J'ai essayé de me souvenir, puis j'ai compris. Mon cœur a sombré. Dans le couloir de l'hôpital, quand j'ai exigé qu'il corrige les papiers, Isabelle n'arrêtait pas de taper sur son téléphone. En me jetant un coup d'œil, j'ai cru qu'elle envoyait des messages. Il s'est avéré qu'elle enregistrait pour couper et coller, enregistrait pour transformer une femme lucide en une femme sans cœur, calculatrice et impitoyable. Une simple vidéo. S'il l'envoyait à la famille, s'il la montrait à des étrangers, je deviendrais l'image qu'il voulait projeter. Soudain, j'ai tout compris. Il ne voulait pas seulement mon argent, il voulait le contrôle du récit. Celui qui contrôle l'histoire contrôle la moralité, et ils avaient déjà leur arme médiatique prête. J'ai posé mon assiette avec précaution, je me suis essuyé les mains et j'ai ressenti un froid glacial. Les doutes étaient terminés. Je savais que si j'attendais qu'ils agissent, ils me coinceraient, me feraient payer, par-dessus le marché, me feraient porter le blâme. Et je n'allais pas permettre cela une fois de plus. J'ai décidé que je devais agir avant eux. Cette nuit-là, je suis resté allongé les yeux grands ouverts. Les mots d'Isabelle résonnaient dans ma tête, dès qu'on diffuse la vidéo, c'est fini. J'ai compris qu'ils ne voulaient pas seulement me forcer à payer, ils voulaient déformer la vérité, faire de moi la coupable pour pouvoir me manipuler à leur guise. Et une fois qu'on vous qualifie de sans cœur, tout ce que vous faites par la suite n'est qu'une tentative désespérée d'éteindre un incendie. Je n'allais pas me laisser prendre à ce piège. Le lendemain matin, je me suis levé avant tout le monde. J'ai agi normalement. J'ai préparé le café et rangé la maison pour ne pas éveiller de soupçons. Quand Javier est parti emmener sa mère pour un contrôle, je lui ai dit que j'allais travailler. En réalité, je suis allé directement à l'hôpital. Au même comptoir que la veille, j'ai parlé à l'employée qui m'avait aidé. Je n'avais pas l'air faible ou suppliante. J'étais direct, poli, mais ferme. Excusez-moi, pourriez-vous s'il vous plaît me fournir une confirmation écrite de la transaction d'hier et m'indiquer qui a initialement fourni l'information de l'épouse comme payeur? J'ai besoin des informations correctes pour éviter tout malentendu. L'employé, après avoir hésité un instant, a acquiescé. Elle a imprimé un historique des transactions ainsi qu'une confirmation que les informations de la partie responsable étaient correctes. Je tenais ce papier dans ma main et j'avais l'impression d'avoir trouvé une armure non pas pour attaquer qui que ce soit, mais pour me protéger d'un coup de poignard dans le dos. En quittant l'hôpital, j'ai appelé une ancienne amie d'université qui travaillait dans le domaine juridique et des ressources humaines. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire, juste un résumé, ma belle famille avait essayé de falsifier des documents, ils prévoyaient de me diffamer avec une vidéo, et j'avais besoin de savoir quelles preuves je devais rassembler pour me protéger. Après m'avoir écouté, mon ami a dit quelque chose de très perspicace, ne discute pas avec des mots, discute avec des preuves. Elle m'a expliqué comment séparer légalement les biens. Comment conserver les reçus et comment enregistrer légalement les conversations pour qu'elles ne soient pas utilisées contre moi. L'écouter m'a donné des frissons. J'ai réalisé que j'avais vécu trop longtemps dans un fantasme d'affection familiale, oubliant que pour certaines personnes, l'affection n'est qu'un outil pour profiter des autres. Quand je suis rentré à la maison, j'ai gardé mon apparence de normalité. Javier était anxieux à propos de l'argent pour les factures et les rendez-vous médicaux à venir, mais il essayait de maintenir une façade de responsabilité devant sa mère. Chaque phrase qu'il prononçait incluait le mot inquiet, comme s'il portait tout le fardeau. Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti d'autre que du vide. À un moment donné, alors que Javier était dans sa chambre, j'ai ouvert les applications bancaires et j'ai méticuleusement examiné chaque dépense des 2 dernières années. J'avais l'habitude de lui faire confiance. Il me disait qu'il investissait l'argent dans des projets familiaux, alors je ne l'ai jamais remis en question.
Maintenant, je voyais quelque chose qui me glaçait le sang. Il y avait de nombreux virements, tant réguliers qu'inhabituels, tous destinés à Isabelle. Je suis resté à fixer l'écran pendant plusieurs minutes. Ce n'était pas que Javier n'avait pas d'argent. Il en avait, mais il choisissait de le donner à sa sœur, à sa famille. Pendant ce temps, ma mère était considérée comme un fardeau, et mon argent n'avait pas seulement servi à entretenir cette maison, mais avait été détourné pour financer des choses sur lesquelles je n'avais jamais eu le droit de poser de questions. J'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle. Sa phrase « Je n'ai aucune obligation de soutenir ta mère » n'avait pas été un élan passager. C'était sa vraie nature, la nature d'un homme prêt à utiliser l'argent de sa femme pour sa propre famille, mais qui devenait froid comme la glace envers la mère de celle-ci. La nature d'une famille qui me voyait comme un instrument financier et n'évoquait la moralité que lorsqu'elle avait besoin de me forcer à obéir. J'ai appelé ma mère. Je n'ai pas osé lui dire grand-chose pour ne pas l'inquiéter, j'ai juste demandé comment elle se sentait. À l'autre bout du fil, sa voix semblait faible et brisée. « Je vais bien, ma fille. Ne t'inquiète pas pour moi. Avec la famille de ton mari, supporte-le du mieux que tu peux. » Cette simple phrase m'a mis les larmes aux yeux. Ma mère n'avait jamais rien exigé de moi, elle avait seulement peur que je souffre pour elle. Pendant ce temps, mes beaux-parents, ceux qui parlaient toujours de moralité, utilisaient ma propre mère comme excuse pour me piétiner. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence pendant un long moment. Je ne ressentais plus de colère, seulement le besoin de rétablir la vérité. Je ne planifiais pas de vengeance ni de scène pour évacuer ma frustration, je voulais juste que les choses soient justes à partir de maintenant. Les fils devraient s'occuper de leur mère. Les maris devraient respecter les familles de leurs femmes. Et quiconque veut me calomnier doit savoir que je ne suis plus si facilement manipulable. Cet après-midi-là, je me suis approché de Javier et j'ai dit quelque chose qui l'a surpris. Je pense aller à l'hôpital demain pour voir ta mère. Je vais appeler les oncles et les cousins pour qu'ils viennent aussi. Cela lui remontera le moral, et nous pourrons apaiser les choses. Javier m'a regardé puis a éclaté de rire, le rire soulagé de quelqu'un qui vient de gagner. Tu vois? Finalement, ma femme sait ce qu'elle a à faire. Il a même dit à Isabelle, je te l'avais dit. Elle est un peu tendue, mais elle finit par se ranger à la raison. En entendant cela, Isabelle avait toujours l'air rancunière, mais ses lèvres se sont courbées en un sourire, comme si elle attendait la suite. Elle ne savait pas que apaiser les choses n'était qu'une excuse pour les réunir tous. J'avais besoin que la famille soit présente, j'avais besoin de témoins. J'avais besoin d'un cadre où la vérité ne pourrait pas être déformée par quelques larmes de crocodile. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai revu l'enregistrement de la dispute de l'autre soir. J'avais commencé à enregistrer quand j'avais entendu Javier dire « Je n'ai aucune obligation de subvenir aux besoins de ta mère ». Ce n'était pas pour la blesser, mais comme un réflexe d'autodéfense. J'ai également rassemblé tous les documents justificatifs, la confirmation de l'hôpital et les transferts suspects. J'ai tout mis dans un dossier comme quelqu'un qui prépare une torche pour éclairer une pièce sombre. J'ai regardé le plafond et j'ai soupiré lentement. Je me suis dit qu'il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre, il s'agissait de rétablir des limites pour que plus personne ne puisse jamais utiliser le mot moralité ou pour me noyer. Et je savais avec une certitude absolue que le lendemain, devant toute la famille, je ne dirais qu'une seule phrase mais elle suffirait à faire pâlir mes beaux-parents lorsqu'ils réaliseraient qu'ils avaient choisi la mauvaise personne à intimider. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. J'ai tout préparé comme une journée normale, mais à l'intérieur, je ne me sentais pas normal du tout. Je savais que ce jour serait décisif, non pas pour déterminer qui avait raison, mais pour décider si, à partir de maintenant, je continuerais à me laisser manipuler par la moralité et les fausses larmes. J'ai appelé plusieurs parents de la famille de mon mari. D'un ton très poli et bref, je leur ai dit, ma belle-mère a déjà surmonté la crise et est sous observation à l'hôpital. Je vous invite à venir la voir pour lui remonter le moral. Certains ont répondu par une formule de politesse, d'autres ont demandé avec curiosité comment elle allait. J'ai donné à tous la même réponse, le médecin dit qu'elle a besoin d'encouragement. Plus il y aura de visiteurs, mieux ce sera. Je n'ai rien ajouté d'autre. Je ne voulais pas qu'ils préparent leurs arguments pour m'attaquer. Javier, en m'entendant passer les appels, s'est visiblement détendu. Il pensait que j'avais vraiment abandonné, que j'avais tellement peur d'une mauvaise réputation que j'essayais de gagner les faveurs de la famille. Il a même dit à Isabelle devant moi sans aucune hésitation, tu vois ? Elle se tend un peu,
mais finit par reprendre ses esprits. Ensuite, n'oublie pas de pleurer au bon moment pour que les oncles voient à quel point ta belle-sœur s'en fiche. Isabelle a souri malicieusement. J'ai entendu chaque mot, mais je n'ai pas réagi. J'ai simplement organisé mon dossier de documents comme si je préparais mes affaires pour une visite normale à l'hôpital. En réalité, je me préparais à entrer dans la pièce de théâtre qu'ils avaient eux-mêmes montée, et cette fois, je n'allais pas les laisser écrire le scénario. En arrivant à l'hôpital, Rosa était allongée dans son lit, toujours faible. Ses yeux étaient à moitié fermés, la moitié de son visage était encore paralysée, et ses mains reposaient sur la couverture comme si elle n'avait plus de force. Dès qu'elle a entendu Javier entrer, elle a gémi son nom. Sa voix était un murmure rauque qui inspirait la pitié et le chagrin. Javier a couru à ses côtés, a pris sa main et n'a cessé de répéter « Maman, maman », comme le fils le plus dévoué. Mais j'ai remarqué qu'il regardait plus vers le couloir que le visage de sa mère. Il attendait son public. Moins d'une demi-heure plus tard, les proches ont commencé à arriver. Le couloir s'est rempli de monde. Le murmure des conversations était constant. Certains semblaient sincèrement inquiets, d'autres simplement curieux, et d'autres encore étaient venus assister au procès entre la famille et moi. Je suis resté au pied du lit, saluant chacun d'un signe de tête, remplissant mon rôle. Un oncle fut le premier à parler. D'un ton familier et réprobateur, il s'est tourné vers la belle-fille, attendre que la belle-mère soit gravement malade pour s'inquiéter. Avec une maladie comme celle-ci, c'est toute la famille qui est perturbée. Plusieurs personnes ont acquiescé. Javier a saisi l'occasion instantanément, jouant son rôle de victime à la perfection. Je ne voulais pas que cela arrive, mais ma femme est très stricte avec l'argent. Hier à l'hôpital, elle a fait une scène pour les papiers. J'étais terriblement embarrassé. Il a soupiré comme s'il portait un fardeau énorme. Je suis resté immobile, écoutant tout sans interrompre. Je les ai laissés dire tout ce qu'ils voulaient dire, je les ai laissés exposer tout leur plan. À ce moment-là, Isabelle s'est avancée, son téléphone portable à la main comme une arme. Elle l'a brandillé, d'une voix entre sanglots et accusations, a dit avec un jeu d'acteur impeccable, hier, juste devant moi, elle a dit que j'étais une dépense inutile. Je l'ai entendu, et mon cœur s'est brisé. Ma mère était là, allongée, et elle. Elle s'est interrompue, les yeux rougis, insistant sur les mots aux dépenses inutiles comme si elle me marquait au fer rouge. Le couloir s'est rempli de murmures. Les regards se sont tournés vers moi, lourds de mépris. Quelle belle-fille calculatrice, ont chuchoté certains. Pauvre femme, avec une belle-fille pareille, disaient d'autres. J'ai tout entendu. Je ne ressentais plus de colère. Je voyais seulement clairement comment une vidéo montée et une phrase sortie de son contexte pouvaient détruire la réputation d'une femme. Javier, à côté d'elle, semblait satisfait de voir que l'opinion publique tournait en sa faveur. Rosa, dans le lit, bougeait les lèvres, essayant de dire quelque chose, mais elle était trop faible. Je l'ai regardée et j'ai ressenti de la compassion, mais la compassion ne signifiait pas les laisser l'utiliser pour m'enchaîner. J'ai attendu que les murmures s'apaisent. J'ai fait une petite pause, puis j'ai levé la tête. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré et je n'ai pas fait de scène, j'ai simplement prononcé une phrase d'une voix calme, mais assez ferme pour que tout le couloir l'entende, avant que vous ne me condamniez, permettez-moi de clarifier chaque détail. Euro par euro. L'atmosphère s'est figée. Les chuchoteurs se sont tus. Javier m'a fixé. J'ai vu une lueur d'inquiétude dans ses yeux, celle que l'on ressent quand on réalise que son adversaire n'a pas abandonné, mais qu'il est sur le point de renverser la situation. Isabelle a serré son téléphone plus fort. L'homme qui m'avait réprimandé était déconcerté, peut-être parce que ma voix ne ressemblait pas à celle de quelqu'un qui se dispute sans raison, elle ressemblait à celle de quelqu'un qui était préparé. Javier a essayé de m'interrompre, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit à voix basse, mais avec une autorité qui l'a fait taire, « Laisse-moi parler. Si je me trompe, j'en assumerai la responsabilité. » Cette phrase a surpris certains proches. Ils étaient habitués à ma soumission, pas à ce que j'ose affronter la situation. J'ai pris une chaise et j'ai posé mon dossier sur la table de chevet. Je ne l'ai pas ouvert immédiatement, je l'ai laissé là comme un avertissement. Puis j'ai regardé toutes les personnes présentées, de la même voix calme, j'ai continué. Hier, qui a appelé l'ambulance? Qui s'est occupé des papiers? Qui a payé la caution? Si vous voulez entendre toute l'histoire,
écoutez-la, s'il vous plaît. Ne jugez pas sur la base d'une vidéo montée. En disant cela, j'ai vu Javier déglutir avec difficulté. Il a commencé à chercher des alliés du regard, mais les regards qu'il recevait n'étaient plus inconditionnellement approbateurs. Les gens commençaient à réaliser que je ne me disputais pas, je me préparais à dire la vérité. Intérieurement, je n'avais qu'une pensée claire, s'ils voulaient faire de moi la coupable aujourd'hui, je leur montrerais qui se dérobait réellement à ses responsabilités. Après mes paroles, le couloir est tombé dans le silence, non pas par pitié, mais par curiosité. Qu'est-ce que je pouvais bien avoir dans ce dossier pour oser parler avec une telle certitude? À côté de moi, Javier était tendu, échangeant des regards nerveux avec Isabelle et les autres parents comme s'ils cherchaient une bouée de sauvetage. J'ai compris que ceux qui sont habitués à gagner par le mensonge et la pression craignent par-dessus tous les documents et la vérité. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti les reçus de l'hôpital. Je les ai posés un par un sur la petite table près du lit calmement, sans aucun théâtralisme. J'ai placé chaque papier comme si je déposais un morceau de vérité devant leurs yeux. J'ai montré les documents et j'ai dit clairement, ceci est la compte d'hier. Voici le formulaire de consentement, et voici le document qui désigne le représentant légal. Puis j'ai regardé directement Javier. Tu es son fils. Pourquoi as-tu refusé de signer? Une question simple, mais elle a fait l'effet d'un seau d'eau froide. Plusieurs proches ont regardé Javier, perplexes. Jusqu'à ce moment, ils avaient cru sa version, que j'étais celle qui s'occupait de tout. Maintenant, ma question directe semait le doute. Javier a bégayé, à ce moment-là. J'étais très nerveux. J'ai hoché la tête, mais je ne l'ai pas laissé se cacher derrière cette excuse. Nerveux? Ou habitué à ce que ta femme porte tout? Cette question a fait chipper certains des présents. Ils regardaient Javier comme s'il était un grand enfant irresponsable. Il a essayé de m'interrompre d'une voix irritée, « Qu'est-ce que tu racontes? Tu exagères. » Je l'ai regardé et j'ai dit une phrase qui l'a complètement fait taire, « Si j'exagérais, je n'aurais pas été ici dès le début pour m'assurer que ta mère surmonte la crise. » Puis je me suis adressé à tout le monde. Je ne m'attribuais le mérite de rien, je ne faisais qu'énoncer les faits. Hier, Javier voulait que je signe en tant que partie responsable pour que ce soit plus pratique. J'ai refusé. Parce que si je signais, tout problème futur me retomberait dessus. Isabelle, de plus en plus mal à l'aise, a essayé de ramener la conversation sur le terrain de la moralité, comme elle le faisait toujours, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. J'ai sorti la confirmation de l'hôpital et la leur ai montrée. Ceci est la justification de la correction des données. Initialement, le reçu mentionnait l'épouse comme payeur. Bien que je n'ai jamais donné cette information, l'hôpital a dû la corriger pour que le nom de son fils figure comme seul responsable. En disant cela, le murmure dans le couloir s'est intensifié. Les gens commençaient à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais d'une tentative de me tendre un piège. Un oncle a demandé directement, « Et pourquoi ont-ils mis l'épouse? Qui a dit ça? » C'était la question dont j'avais besoin. J'ai regardé Javier, il est devenu rouge, ses lèvres serrées. Isabelle s'est figée. Personne ne voulait l'admettre. Je n'ai pas insisté davantage, je savais que si je les acculais, ils inventeraient une autre histoire. Je suis passé à ma deuxième carte, celle qu'ils n'auraient jamais imaginé que j'aurais. J'ai sorti plusieurs relevés bancaires et je les ai mis à côté des reçus. J'ai marqué les transferts répétés. Et voici les paiements qui ont été faits à Isabelle au cours des 2 dernières années. L'atmosphère a complètement changé. Tous les regards étaient tournés vers Isabelle. Elle, qui tenait toujours son téléphone portable, s'est mise à trembler mais a essayé de garder son sang-froid. C'est un mensonge. Tu inventes ça parce que tu me détestes. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement noté le nom du destinataire et le numéro de compte. Le nom est ici, les dates sont ici, les montants sont ici. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la banque. Isabelle a ouvert la bouche pour répondre, mais elle est restée sans voix. Un autre parent a regardé les relevés et a demandé brusquement, d'où venait cet argent? J'ai répondu, en le regardant directement, de mon salaire. L'argent que Javier disait devoir être investi dans la famille. Puis je me suis tourné vers Javier et je lui ai demandé avec une douceur mortelle, quel genre d'investissement est-ce que de transférer de l'argent à ta sœur chaque mois comme s'il s'agissait d'un salaire? Javier est devenu livide. Il a essayé de forcer un sourire et de dire que c'était juste des trucs de couple,
mais l'excuse ne fonctionnait plus. Les proches voyaient la vérité. Cette belle-fille ne se contentait pas de s'occuper des choses, elle s'en occupait tellement que sa belle famille l'avait considéré comme acquis. Isabelle a changé de tactique. Elle s'est approchée du lit en pleurant, « Ma mère est ici malade et tu fais ça. Tu n'as pas de cœur. » Elle essayait d'utiliser la moralité pour couvrir les relevés bancaires. Je l'ai regardée et j'ai dit calmement, « Tu devrais aussi te rappeler que ta mère est ici. Alors pourquoi as-tu dit hier qu'appeler le 112 coûtait de l'argent ?» Cette phrase a ruiné sa performance. Plusieurs proches l'ont regardée avec des expressions durcies. Isabelle était sans voix. Je savais que, malgré les papiers et les relevés, il pouvait encore soutenir qu'il s'agissait d'accords privés entre le couple. J'avais besoin d'un dernier coup pour clore l'affaire. J'ai sorti mon téléphone portable. Je n'ai pas diffusé de vidéo, juste un court enregistrement audio. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit clairement, « Vous dites que je n'ai pas de cœur, que je n'aime pas ma belle-mère. Avant de me juger, écoutez juste une phrase. » J'ai appuyé sur lecture. La voix de Ravière a résonné, claire et froide, « Je n'ai aucune obligation de subvenir aux besoins de ta mère. » Juste une phrase, mais elle a suffi à laisser le couloir dans un silence de mort. Personne ne s'attendait à ce que j'aie un enregistrement. Certains se sont couverts la bouche, d'autres ont écarquillé les yeux, et plusieurs se sont tournés vers Ravière comme s'il venait de se donner une gifle à lui-même. J'ai arrêté l'enregistrement immédiatement. J'ai regardé les proches et j'ai dit lentement, « La personne qui a dit cela est la même qui a exigé que je paie pour sauver sa propre mère le lendemain même. Alors dites-moi, qui ici a de la décence ?» Personne n'a pu répondre. Ravière tremblait, le regard vide. Rosa, dans son lit, qui avait entendu des bribes, a écarquillé les yeux. Son expression a changé. Elle a regardé Ravière puis moi avec un mélange de confusion et de peur. Et moi, debout au milieu de tout cela, je ne ressentais aucune satisfaction. Une seule chose était claire, à partir de ce moment, ils ne pourraient plus raconter l'histoire à leur manière. Quand l'enregistrement s'est terminé, je l'ai éteint immédiatement. Je ne voulais pas exulter, j'avais juste besoin d'une phrase de vérité pour mettre fin à leurs mensonges. L'atmosphère dans le couloir est devenue glaciale, les murmures ont cessé, et seul le bip monotone du moniteur cardiaque pouvait être entendu, un son qui semblait soudain sinistre. Rosa a bougé dans le lit. Elle a essayé de s'asseoir, mais ses forces l'ont abandonnée. Les yeux grands ouverts, elle m'a regardé puis a regardé Ravière. Sa voix n'était qu'un murmure rauque qui s'échappait à peine de sa gorge, « Belle-fille, comment as-tu pu ?» C'était un mélange de reproches et de lamentations, la réaction automatique de quelqu'un qui a toujours tout reproché à sa belle-fille. Ravière, entendant sa mère, a vu une lueur d'espoir. Il pensait qu'elle prenait son parti. Il s'est approché du lit avec un ton de compassion feinte. « Tu vois, maman ? Je t'avais dit qu'elle devenait comme ça. » Il s'est arrêté, ne sachant trop comment continuer devant les proches, l'écho de l'enregistrement flottant encore dans l'air. Mais son intention de me blâmer était claire. Je me suis approché du lit. Je ne me suis pas plié à sa mission, et je n'ai pas non plus gardé mes distances. Je me suis tenu assez près pour que Rosa puisse m'entendre et assez droite pour que tout le monde voie que je ne me cachais pas. J'ai dit lentement, chaque mot tranchant, mais sans ressentiment, je ne me suis jamais dérobé à ma responsabilité. Je ne fais que suivre l'exemple que vous et Ravière m'avez montré. Le couloir est retombé dans le silence. Les proches ont échangé des regards déconcertés. Ils ne s'attendaient pas à ce que j'ose parler ainsi devant ma belle-mère souffrante. Rosa m'a lancé un regard noir, sa respiration laborieuse. Elle a essayé de répondre, mais sa langue ne coopérait pas. Isabelle a tenté d'intervenir. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Ma mère est malade, et toi tu es trop. » Je me suis tourné et je l'ai regardée. Un seul regard a suffi à la faire taire. Je savais que les documents étaient toujours sur la table, irréfutables. J'ai regardé à nouveau Rosa, gardant mon ton calme. En disant cela, j'ai entendu plusieurs proches retenir leur souffle. Quelqu'un a posé une main sur sa poitrine, comme si mes paroles avaient piqué parce qu'elles touchaient une vérité qu'ils avaient toujours acceptée, que la belle-fille devait tout assumer. J'ai déposé le dossier. J'ai doucement posé les documents sur la petite table, comme si je traçais une frontière. À l'intérieur se trouvait le formulaire au nom de Ravière, les relevés bancaires et la confirmation de l'hôpital. J'ai continué,
m'adressant cette fois directement à Ravière, ma voix froide, tu es son fils, alors occupe-toi de ta mère. Mon argent ne servira plus à acheter une fausse moralité à ta famille. J'ai insisté sur le mot acheter parce que c'est ce qu'ils avaient fait, négocier avec mon argent en échange d'un semblant de moralité. Ravière s'est figé, pâle comme si son sang s'était vidé. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. J'ai vu dans ses yeux le désarroi de quelqu'un habitué à gagner par la pression, soudain confronté à quelqu'un qui n'avait plus peur. Il a regardé les proches, mais il n'était plus de son côté. L'enregistrement et les documents les avaient fait réfléchir. Rosa, étouffée par la rage, fixait les papiers comme s'ils étaient quelque chose qui n'aurait jamais dû exister dans sa maison. Dans son esprit, j'étais toujours censé être la belle-fille soumise, celle qui se tait, celle qui paie, celle qui supporte. Elle n'avait jamais imaginé que j'oserais mettre mes cartes sur la table devant elle. Son regard était un mélange de peur, de regret et de rage d'avoir perdu le contrôle. Les proches ont recommencé à chuchoter, mais cette fois-ci, ce n'était pas sur moi. Un fils qui laisse sa femme tout porter, a dit l'un. Il dit qu'il n'a aucune obligation envers sa belle-mère, mais il exige que sa femme s'occupe de la sienne. Ça n'a aucun sens, a commenté un autre. Ces commentaires étaient comme des coups d'épingle pour la fierté de Ravière. Isabelle ne pouvait plus feindre. Elle a éclaté en de vraies larmes, les larmes de quelqu'un d'acculé, craignant de perdre ses privilèges et sa réputation. Tu as détruit ma famille. Tu es cruel, a-t-elle sangloté. Je l'ai regardée et j'ai répondu par une courte phrase, que je sois cruel ou non, laissons les documents le dire. Elle est restée sans voix parce que les documents ne mentent pas. Je me suis tourné vers Rosa une dernière fois. Je ne veux pas que vous soyez dans cet état. J'espère que vous vous rétablirez, mais je ne peux pas continuer à vivre comme si j'étais le distributeur automatique de cette maison. Je ne me dérobe pas à ma responsabilité en tant que personne, mais je refuse d'être celle qui porte la faute des autres. À cet instant, j'ai senti que l'atmosphère avait complètement changé. Plus personne ne me regardait comme si j'étais coupable. Au contraire, de nombreux regards reflétaient une certaine compréhension, comme s'ils venaient de réaliser que certaines belles filles ne sont pas intrinsèquement mauvaises, mais qu'elles y sont poussées jusqu'à l'épuisement. Ravière est restée immobile, sans issue et sans parole qui pourrait sauver son honneur. Et moi, pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais respirer profondément, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais enfin dit ce que j'avais à dire. Au bon moment, au bon endroit et aux bonnes personnes. L'atmosphère dans le couloir après la tempête était étrange. Les gens évitaient le contact visuel, faisant semblant d'être occupés. J'ai rassemblé mes documents, j'ai poliment dit au revoir aux médecins et aux proches, et j'ai quitté la chambre. Après quelques pas, j'ai entendu Ravière m'appeler, « Elena, attends !» Je ne me suis pas retourné immédiatement. J'ai continué à marcher pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agissait pas d'une simple dispute d'amoureux à régler à la maison. C'était un point de rupture. Ravière a couru pour me rattraper. Son visage était toujours pâle, mais son ton s'était soudainement adouci. J'ai eu tort. Pouvons-nous parler à la maison? Ce j'ai eu tort sonnait creux, comme si en le disant simplement, les choses pouvaient redevenir comme avant. Je l'ai regardé et j'ai répondu sans ressentiment, mais avec fermeté, ce qui devait être dit a déjà été dit à l'hôpital. Il est resté sans voix. Il voulait insister, mais voyant les proches qui regardaient, il s'est tu. Sa peur de ce que les autres diraient était plus forte. Je n'avais plus besoin d'entendre quoi que ce soit. Certaines personnes ne s'excusent que lorsqu'elles sont sur le point de perdre ce qu'elles pensaient avoir acquis. Ce jour-là, je ne suis pas rentré à la maison. Je suis resté un peu plus longtemps à l'hôpital, non pas pour eux, mais pour m'assurer que toute la paperasse était finalisée avec le nom et la responsabilité correcte. J'ai vu Ravière assis dans le couloir, parlant au téléphone d'une voix irritée, « J'ai besoin que tu me prêtes de l'argent. Ma mère est à l'hôpital. » Pour la première fois, je l'ai entendu utiliser le mot « prêter ». Auparavant, il disait toujours « ma femme s'en occupe ». Aujourd'hui, il était forcé de faire face au fait qu'elle était sa mère. Dans les jours qui ont suivi, aucun parent ne m'a plus jamais traité de calculatrice. Ils auraient pu me critiquer si j'avais été négligente, mais avec la vérité étalée au grand jour, personne n'a osé. Certains m'ont appelé avec hésitation pour me dire que ce qui est fait est fait. Je leur ai répondu poliment. J'ai compris que lorsque les gens n'ont plus de raison de vous critiquer, ils choisissent la paix mais leur propre paix, pas la vôtre.
Javier a commencé à m'appeler plus souvent. Une nuit, très tard, il m'a dit d'une voix fatiguée, « Reviens à la maison. Ma mère a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. » J'ai entendu cela et j'ai ressenti un vide. Je lui ai demandé, « Est-ce que ta mère a besoin de soins, ou est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour payer ?» Il y eut un silence. Ce silence était sa réponse. « Non, je ne voulais pas dire ça », a-t-il bégayé. Je n'ai pas discuté, je lui ai simplement dit, « Occupe-toi de ta mère », et j'ai raccroché. Je savais que si je restais dans cette maison, le cycle se répéterait. Ils utiliseraient la maladie pour me mettre la pression, les proches pour me juger, et la moralité pour négocier. J'en avais assez enduré. Une nuit, quand tout s'était calmé, je suis retourné à la maison une dernière fois pour faire mes valises. J'y suis allé à un moment où Javier n'était pas là. Seule Isabelle errait dans les parages, le visage las. Quand elle m'a vu avec une valise, elle a demandé, les yeux écarquillés, « Qu'est-ce que tu fais ?» Je prends ce qui est à moi, ai-je répondu calmement. Quel courage, a-t-elle dit sarcastiquement. Si tu pars, qui va s'occuper de ma mère? Je l'ai regardée et j'ai dit quelque chose qui a mis fin à la conversation, ta mère a des enfants. Elle s'est figée. Elle voulait m'insulter, mais elle n'avait plus d'arguments. J'ai fait mes valises en silence, sans crier, sans drame. En partant, j'ai regardé la maison une dernière fois. Je ne ressentais pas de nostalgie, seulement de la lassitude d'avoir essayé trop longtemps de plaire à ceux qui ne seraient jamais satisfaits. Personne ne m'a arrêté. Les proches qui m'avaient critiqué auparavant, maintenant, s'ils me voyaient dans la rue, détournaient le regard. Peut-être comprenaient-ils que j'en avais assez supporté, et quand les gens réalisent leur erreur, ils choisissent souvent le silence pour éviter d'avoir à s'excuser. Rosa a mis longtemps à se remettre. C'est alors qu'elle a fait l'expérience de ce que c'était que de dépendre uniquement de ses enfants. Fini la belle-fille qui faisait les courses avec la paperasse, qui payait avec sa carte, qui signait en tant que partie responsable. Javier a dû l'emmener au rendez-vous, écouter les instructions du médecin, signer chaque document et payer chaque facture. Il a commencé à ressentir dans sa propre peau ce qu'il m'avait fait subir, la lassitude, l'inquiétude, la peur et l'impuissance de voir que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Isabelle, sans soutien financier, a commencé à s'en prendre à son frère, à sa mère et à la vie elle-même. « Tu as été un idiot de la laisser se retourner contre nous », disait-elle. Quand je l'ai appris, je n'ai pas ressenti de satisfaction, seulement une étrange ironie. Quand on vit de l'argent des autres et qu'on le perd, on ne s'en prend jamais à soi-même, on cherche toujours quelqu'un d'autre à blâmer. La famille s'est fracturée. Plus personne n'osait m'utiliser comme bouclier parce que je n'étais plus là pour en être un. La maison qui semblait si solide s'est avérée ne l'être que parce qu'il y avait quelqu'un en dessous pour la soutenir. Je me suis installé près de ma mère. J'ai cuisiné pour elle, je l'ai emmenée à ses examens, j'ai écouté les histoires de sa jeunesse, et j'ai senti mon cœur plus léger que jamais. Plus léger parce que je ne vivais plus dans la peur de ce que les autres diraient. Plus léger parce que j'avais compris qu'être une bonne fille n'est jamais une erreur. L'erreur est de laisser les autres transformer votre amour en un outil à leur propre profit. Un après-midi, alors que j'attendais avec ma mère chez le médecin, elle m'a serré la main. « J'ai peur que tu souffres à cause de moi », a-t-elle dit de sa voix douce. Je l'ai regardée, j'ai vu ses rides et ses cheveux gris, et j'ai souri. J'ai compris que la dévotion filiale n'est pas quelque chose qui se négocie. Il ne s'agit pas d'endurer en silence ou de se laisser piétiner au nom de la famille. Elle naît de l'amour, pas de la peur d'être jugée. Et j'ai compris que le mariage ne donne à personne le droit d'insulter vos parents. Je pensais autrefois que pour maintenir la paix, il fallait céder, mais j'avais tort. Si la paix est construite sur la douleur de vos proches, ce n'est pas la paix, c'est juste un silence qui dure jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. En quittant le cabinet médical, ma mère m'a souri. « Près de toi, je suis plus calme », a-t-elle dit. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. J'ai réalisé quelque chose de très simple, quand on vit honnêtement, sans échanger sa dignité contre un faux sentiment de sécurité, les gens qui vous aiment ressentent cette sécurité. Cette nuit-là, j'ai pensé au mot égoïste, cette étiquette que l'on colle souvent aux femmes quand nous disons non. J'en avais peur autrefois. Maintenant, je comprends que parfois dire non n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autoprotection. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais une chose, quand on apprend à remettre chaque chose à sa place, même si l'on se fatigue, on ne se sent plus perdu.
Je vis de telle sorte que chaque soir, en me couchant, je n'ai pas honte de moi. Si j'ai appris quelque chose de cette histoire, c'est quelque chose de très simple, quand on garde sa dignité, la vie, d'une manière calme mais sûre, trouve toujours un moyen de vous rendre justice.